Ok. Donc, alors on va passer à question pour un chroniqueur. Donc, je vais te poser quelques questions. Déjà, est-ce que tu penses que l'OM va finir européen, sachant qu'ils ont 6 points de retard sur Monaco, qui est cinquième et le premier européen, et Bah, Lyon est huitième. j'espère, mais malgré toute l'équipe qu'ils ont et tout le talent, s'ils n'arrivent pas à réussir à bien travailler sur le collectif et l'organisation en interne du club aussi, ça risque d'être assez compliqué quand même. Sachant que l'année dernière, ah oui, et en parlant de collectif en interne et tout ça, ils viennent de limoger leur entraîneur, donc et c'est Laurent Blanc qui est pressenti pour prendre la suite. Donc normalement, on aurait un changement tactique. Enfin ça devrait changer en tout cas. Et sachant que l'année dernière, à la même journée, on avait Lens troisième et Angers cinquième, qui au final n'ont pas fini européen. Et donc Lens avait 16 points, non, 18 points pardon. Et sur la place de Lyon, qui est donc huitième, ils avaient 4 points d'avance, donc un peu moins que là. Donc voilà, on avait quand même deux équipes qui n'ont pas fini européen au final, et sachant que les équipes qui les ont remplacées, donc c'était Rennes et Monaco. Monaco était dixième avec 14 points, donc pareil 4 points de retard, et Rennes était 15e avec 3 points de retard sur Lens. Ah non, pardon, ouais, Rennes avait un point de retard sur Angers, donc qui était cinquième, et, et Monaco avait 2 points de retard. Donc c'est vrai qu'ils avaient moins de retard que là à Lyon. Moi, je pense que ça va être dur et je vais paraître un peu pessimiste, mais je pense qu'ils vont pas y arriver malheureusement. Après, comment tu classerais la France, la Ligue 1, surtout par rapport à cette journée avec beaucoup de buts? Dans ton niveau d'intéressement, combien ça t'intéresse dans le Big Five, les 5 grands championnats? Bah, c'est qu'il n'y a pas énormément de grands joueurs ni de très grandes équipes, mais c'est vrai que ça fait un week-end avec beaucoup de beaux buts. Ça fait un week-end qui ferait presque penser à la Bundesliga. Mais Tiens, ouais, ça. ça reste pour moi plus intéressant que la Serie A, mais ça c'est juste personnellement parce que j'ai jamais vraiment suivi la Serie A, mais ça reste forcément derrière la Première Ligue et l'Espagne. Ouais, alors moi je suis pas trop d'accord avec toi, surtout là ce week-end, bon il y a le Barça encore qui doit jouer ce soir, mais on a deux petites victoires de l'Atlético et du Real sur un seul but d'avance. En première ligue, oui, pour moi ça restera toujours premier. Mais avec la Bundesliga, avec les deux gros, le Dortmund et surtout le Bayern qui sont en panne, et donc la Liga avec donc des petites victoires, et la Serie A que je trouve moi aussi moins intéressante, même si c'est assez compétitif et tout. Les équipes de bas de classement, je les trouve moins intéressantes que celles de bas de classement de Ligue 1, enfin bas au milieu de classement. Donc je mettrais bien la France deuxième derrière la première ligue. Et après, combien tu penses qu'il y aura de clubs qualifiés en phase finale de Coupe d'Europe? Donc sachant qu'on est à la moitié des phases de groupe, donc voilà. Je vais te dire d'ailleurs, on en parlera juste après de l'Europe, donc je vais passer à la diapositive suivante. Et alors, sachant qu'on a le PSG premier de groupe, donc pour l'instant qui serait qualifié, Rennes qui est deuxième de groupe et donc qui devrait jouer des barrages contre le troisième de groupe en Ligue des Champions. L'OM qui est quatrième de son groupe pour l'instant. Nantes qui est troisième de son groupe et donc provisoirement éliminé et reversé en Conference League. Et, et Monaco qui est deuxième de son groupe, donc qui devrait aussi jouer des barrages contre le troisième de Ligue des Champions. Et Nice qui est deuxième de son groupe aussi, pardon, qui devrait faire des barrages contre les troisièmes de Conference League. Donc à ton avis, il y aurait combien de clubs qui passeraient dans la Coupe d'Europe où ils sont déjà, c'est-à-dire sans être reversés? Euh, je pense que ça va être compliqué pour l'OM de réussir à s'imposer en Champions League. Le PSG, j'y émets aucun doute. Je pense que le Stade Rennais, à mon avis, il peut passer. Après, le FC Nantes, vu la forme qu'ils ont en ce moment, ça, j'y crois pas vraiment. Monaco et Nice, je pense qu'ils peuvent facilement passer et
continuer après les phases de groupe en tout cas. Bah, sachant que les équipes que tu as données, ils sont à égalité de points avec ceux qui sont devant eux. Nice a même la même différence de points que le Partizan de Belgrade. Donc, ouais, ça paraît cohérent ce que tu dis. Je suis plus ou moins d'accord avec toi. D'ailleurs, l'OM, ça va être dur. Le PSG, déjà, en passe d'être qualifié. Après, Rennes, donc ils doivent dépasser Fenerbahçe. Ça se joue à la différence pour l'instant. Nantes, c'est vrai que la Coupe d'Europe, ça paraît dur pour eux. Ils se sont qualifiés grâce à la Coupe de France. Donc, ils sont à un moins haut niveau que les équipes qui se sont qualifiées par le classement de Ligue 1. Après, Monaco peut dépasser, je trouve, Ferencvaros. Surtout qu'ils ont le même nombre de points et même différence, comme Nice avec le Partizan aussi qui est deuxième de groupe et qui pourrait passer selon moi. Alors on a eu les matchs de la semaine dernière, l'OM qui s'est imposé 4-1 à domicile contre le Sporting à huis clos. Puis après, donc j'ai trouvé ce match assez intéressant, même si bon, il y a eu un but au bout d'une minute. Et après, l'OM qui égalise sur une grosse erreur de gardien, qui après prendra un rouge parce qu'il fait une main en dehors de sa surface. Donc bon, ça le vannait un peu dans tous les sens sur les réseaux. Et après, l'OM qui déroule à 11 contre 10. Après, tu veux parler de ce match ou comme tu veux? Tu veux que je On continue? continue. Après, on a le PSG qui concède le nul à Benfica, à Lisbonne, contre le Benfica. Et donc, il me semble que ça fait 3 ans que le PSG n'a plus gagné à l'extérieur en Ligue des Champions. Avec un beau but de Messi, puis un but contre son camp de Danilo. Et Galtier qui disait d'ailleurs qu'ils ont manqué de pression sur le porteur du ballon, d'agressivité. Voilà, dommage pour le PSG. Puis après, on a Monaco qui s'est imposé à domicile contre Trabzonspor. Puis Rennes qui s'est imposé 2-1 contre Kiev. Nantes qui s'est incliné 2-0 face à Fribourg. Et Nice qui s'est imposé face au Slovako à l'extérieur. Puis après, donc, les matchs de la semaine prochaine, on aura les mêmes affiches mais inversées. Donc Sporting contre OM, puis PSG contre Benfica, donc en Ligue des Champions. Alors, si je me trompe pas, on a le PSG qui jouera mercredi et l'OM mardi, normalement. Non, le PSG qui jouera mardi et l'OM mercredi, pardon. Puis après, on aura Monaco, Trabzonspor Monaco, pardon. Kiev, Rennes, Nantes, Fribourg et Nice, Slovako. Tout ça jeudi en Europa League et en Europa Conference League. On va passer après aux petites infos et anecdotes. Donc, ce week-end, il y a Dimitri Payet qui a marqué son 100e but en Ligue 1 sur le penalty contre Ajaccio et qui a dépassé aussi depuis un peu de temps les 100 passes D. Il doit être à 128, quelque chose comme ça, en Ligue 1. Donc, c'est le premier du XXe siècle et il a marqué dans ses 100 buts, il en a marqué 74 avec l'OM. Qu'est-ce que tu penses de ça, de Dimitri Payet? Je sais pas si tu veux dire quelque chose. Je pense que c'est le premier du 21e siècle à avoir fait ça. Plutôt. C'est tout? Non, mais c'est parce que Ah, pardon. t'as dit que c'était le premier du 20e siècle, mais c'est Ah, c'est le 21e, premier du pardon. 21e siècle. Oui, Et c'est vrai excuse-moi. que Dimitri Payet, ça donne l'impression qu'il est là depuis toujours. Il était déjà là avant que je m'intéresse au foot et il est toujours là. Euh, et c'est vrai que malgré tout, ça semble être un des piliers de la Ligue 1. Alors, pas trop l'impression qu'il s'approche de la fin. Du coup, peut-être qu'il a encore des choses à nous montrer avant de tirer sa révérence. Ouais, c'est vrai, à 35 ans, il est encore là. Et il avait joué donc à Nantes et Saint-Etienne de 2004 à 2011, donc 2004 à 2007 à Nantes, puis à Saint-Etienne. Puis il avait fait 2 ans à Marseille de 2013 à 2015, avant de partir à West Ham pendant 2 ans. Et là, il est là depuis 5 ans, depuis 2017 à l'OM, il est de retour. Et d'ailleurs, il a marqué 60 buts depuis son retour à Marseille. Après, on a donc Grégory Thiel, qui était l'ancien responsable de la cellule de recrutement à Lens et qui avait signé à Nice pour accompagner Florent Ghisolfi à la cellule de recrutement de Nice. Mais finalement, il a renoncé et donc il devrait rester à Lens et devenir directeur sportif et remplacer Ghisolfi justement. Et donc Nice aurait accepté à condition que Ghisolfi vienne directement à Nice maintenant parce qu'à la base il devait venir en novembre. Donc voilà.
Après, on a Peter Bosz qui a été licencié de Lyon, donc comme on a dit tout à l'heure. Et donc je voulais donner une petite stat. Il a connu une période de 5 matchs sans victoire, là récemment avec les 5 matchs jusqu'à hier du coup. Et il en avait déjà connu une de décembre 2021 à janvier 2022. Donc, et à la fin de cette saison, l'OL avait fini 8ème. Donc voilà, là il a été licencié et normalement ça devrait être Laurent Blanc qui devrait le remplacer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je sais Est-ce que tu penses pas que c'est le bon choix? si Laurent Blanc a déjà été coach d'une grande équipe, mais écoute, j'avais entendu parler avec des discussions sur le fait que c'était vraiment le moment de licencier l'entraîneur de l'OL, parce que à la moindre petite période difficile, malgré tout, s'ils doivent tout changer à chaque fois, ça va être compliqué. Et peut-être qu'il fallait juste lui laisser du temps, après avoir quel projet et quel style de jeu demande Laurent Blanc aussi. Ouais, on espère que Lyon va se ressaisir. Euh, donc voilà. T'as rien à ajouter, on peut passer à la suite. On peut continuer. Alors après, on va faire un petit avant-match du match Lille-Lens, qui est donc un derby du Nord. Euh, donc alors, on va commencer déjà par les cotes. Lille est favori avec une cote à 2,3. Après, on a le nul à 3,7 et la victoire de Lens à 2,8. D'ailleurs, je trouve ces cotes un peu bizarres, parce que Lens est 4ème et Lille 9ème. Je sais pas ce que t'en penses. Un peu bizarre comme cote. À voir, hein, peut-être que le fait que ce soit à Lille et que ce soit un derby comme ça va pousser cette équipe dans une autre galaxie et montrer un football qu'on n'a pas encore vu cette saison. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que je partirais plutôt avec le RC Lens gagnant, personnellement. Oui, moi aussi, je les vois plutôt favoris. Puis on espère pour eux, comme ça ils peuvent prendre la 3ème place à Marseille. Et ça fera un podium un peu inédit. Paris, Lorient, Lens. Assez surprenant d'ailleurs. Très surprenant même. Donc on a justement les classements avant la journée. Donc Lens était 4ème avec 21 points. Et Lille 8ème avec 13 points. Donc là pour l'instant, ils sont respectivement 4 et 9. Mais ils peuvent remonter s'ils gagnent le match. Donc comme on a dit tout à l'heure, Lille pourrait passer 7ème et Lens pourrait passer 3ème. Après, on a les meilleurs buteurs de chaque équipe, donc Jonathan David pour Lille et Florian Sotoka pour Lens, qui sont tous les deux à 6 buts. Sotoka d'ailleurs recruté cet été par Lens. Voilà, c'est pour faire les grosses équipes, il faut des gros buteurs, donc à Lens on a un bon buteur, Florian Sotoka, qui est une bonne recrue. Après les capitaines, sauf si tu veux parler des buteurs ou de quelque chose que j'ai dit. Les capitaines, je pense surtout qu'ils vont s'affronter au poste à poste, hein. Benjamin André qui est plus milieu défensif, tandis que Seko Fofana, il va être milieu centre plutôt classique, mais qui va avoir aussi une grosse présence en attaque. Alors à voir comment le match va jouer, s'il va plus se jouer au milieu de terrain ou en contre-attaque. Mais je pense que c'est un beau duel en perspective qu'on peut avoir. Alors, moi j'avais José Fonte comme capitaine. Officiellement c'est lui, et en fait Benjamin André est vice-capitaine. Ah bah autant pour moi, pour le coup. Après c'est vrai qu'au dernier match, il me semble que pour ta défense, c'était Benjamin André qui était capitaine. Si je ne me trompe pas. Donc, ouais, donc moi j'avais José Fonte, qui est un pilier à Lille, un gros défenseur, et qui est aussi en sélection portugaise depuis 2014 déjà. Il a enchaîné pas mal de clubs portugais, puis après il a joué en Angleterre à Crystal Palace, Southampton et West Ham, avant d'aller en Chine pendant un an, 6 mois même, et puis après de jouer à Lille, où il est depuis 2018, ça fait 4 ans maintenant. Très grand défenseur, j'aime bien, bonne mentalité en plus. Voilà, je sais pas ce que tu penses, José Fonte, si t'as quelque chose à dire. Ou même Benjamin André, du coup, comme on sait pas trop. José Fonte, c'est vrai que ça donne l'impression que ça fait une éternité qu'il est là. Il a connu le sacre en lien avec l'équipe de Lille, du coup en tant que capitaine, j'imagine.
Et c'est vrai, pour l'avoir vu jouer en vrai, il fait tout le temps très calme, posé, et on sent qu'il peut réguler le jeu en tant que joueur, et c'est un très bon meneur à mon avis. Ouais, c'est vrai, il donne un peu l'image de la figure de patron, de capitaine. Et après, donc, ouais, Benjamin André, qui est là depuis 3 ans à Lille, qui a joué 130 matchs, déjà, c'est déjà pas mal, et qui a connu aussi le sacre avec, sous Christophe Galtier. Il avait joué avant ça à Ajaccio et Rennes, pardon, donc c'est un joueur habitué à la Ligue 1, et qui montre son expérience aussi quand on le voit sur le terrain. Puis après, on a en face Seko Fofana, qui a joué à Manchester City, mais qui a joué 0 match. Enfin, qui était à Manchester City du coup. Il a été prêté 1 an à Fulham et 1 an à Bastia pendant sa période à City, avant d'après jouer de 2016 à 2020 à l'Udinese en Italie, en Serie A. Puis après, il a rejoint le RC Lens, où il a montré de belles choses l'année dernière. Et encore cette année, il a même prolongé cette année. Et même s'il y avait quelques rumeurs de départ à Nice, on ne sait pas trop si c'était sérieux ou pas. Voilà, il prolonge au RC Lens et il reste ici. Il reste au club. Et ouais, donc avec Lens, ouais, l'année dernière, il avait fini 7ème. Voilà. Je sais pas ce que tu penses de Seko Fofana, si tu veux dire un mot sur lui. Seko Fofana, je l'ai découvert l'année dernière, et c'est vrai que tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu de lui, on sent que c'est un joueur qui a beaucoup de volume. Et c'est vrai que cet été, il y avait pas mal de clubs intéressés, et je trouve ça bien qu'il soit resté au RC Lens par fidélité, et aussi je pense qu'il va bien continuer sa ligne de progression. Ouais, c'est vrai, on espère pour lui, surtout qu'ils font un très bon début de saison. Donc on espère pour lui que ça va continuer comme ça et qu'il montrera de belles choses. Il avait prolongé, ouais, le 31 août. Et, et voilà. J'arrive pas à retrouver la date, mais bon, j'imagine 2-3 ans. Alors on va parler des compos aussi, les dernières compos de chaque équipe. Alors pour Lille, on avait Chevalier dans les buts, puis Diakité à droite, Fonte en 4-2-3-1 du coup, avec Diakité, Fonte, Thiago Diallo, Ismaili, puis devant un double pivot Benjamin André, Jonas Martin, et devant la ligne de milieu offensif, c'était Adam Ounas, Gomez et Jonathan Bamba. Puis l'avant-centre, donc Jonathan David, leur meilleur buteur, en avant-centre. Et après, pour Lens, donc la composition du dernier match contre Lyon, la victoire à Lens. C'est vrai, match serré dont on a parlé la semaine dernière. On avait Brice Samba dans les cages, recrue de cet été. Aïdara, Danso et Medina, donc c'est un 3-4-3. Aïdara, Kevin Danso et Medina. Puis devant Cabo, Abdul Samed, Seko Fofana, du coup, dont on parlait, et Machado. Puis Florian Sotoka et David Costa en milieu offensif et devant Luis Openda. D'ailleurs, si je me trompe pas, Openda, Sotoka, Samba et Cabo, donc 4 du dernier 11 de Lens, ont été recrutés cet été par le directeur sportif justement Florent Ghisolfi et donc le responsable responsable de la cellule de recrutement Grégory Thiel cet été. Donc voilà, on imagine que c'est grâce à ça et je pense c'est grâce à ça parce que Luis Openda aussi a déjà marqué quelques buts en Ligue 1 que Lens fait un très bon début de saison. Donc Bon, on peut dire que ça a été un très bon recrutement et un très bon mercato estival de la part du RC Lens en tout cas. ouais, voilà, Openda est déjà à 4 buts, Sotoka à 6. Après, donc on a dans les cages Samba qui réalise des bons matchs, avec globalement ouais, pas plus de 2 buts encaissés à part contre Brest, mais c'est une victoire. C'était le premier match, il était peut-être pas encore là d'ailleurs, s'il était déjà là. Euh, voilà. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas décrypté l'équipe de Lille comme on a décrypté Lens. Je sais pas si tu veux parler de Lille un peu. Non. Pas spécialement. Euh, voilà, ouais, peut-être Adamounas qui a été recruté aussi cet été assez tardivement si je me trompe pas, qui a fait un bon début de saison, qui a mis un beau but
C'était peut-être pas le dernier match, c'était contre Toulouse si je me trompe pas. Ouais, un très beau but contre Toulouse. Et oui, donc le dernier match, c'est la défaite contre Lorient. Donc voilà, donc David indéboulonnable. T'as quelque chose à ajouter ou c'est bon comme tu veux? Bah, j'espère que ce sera un beau match, que l'ambiance sera au rendez-vous, mais je pense que ça devrait être le cas. Ouais, pour un derby, on espère, hein. Ouais, on espère pour le derby entre Lille et Lens, une bonne ambiance. Voilà, voilà. Euh, T'as quelque chose à ajouter ou on va clôturer l'émission comme tu veux? Bah, écoute, je pense qu'on peut conclure, hein. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et merci à vous qui sont encore là. Et à dimanche prochain, maintenant les émissions seront le dimanche pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci à tous.